bonsoir, bienvenue à cette prolongation TV. C'est avec un immense plaisir que nous recevons aujourd'hui M. Kaba Diawara. M. Kaba Diawara, bonjour. Bonsoir. Vous êtes ancien international guinéen. Ouais. Vous avez démarré à Toulon. C'est ça. Et vous vous êtes révélé à Bordeaux et au Stade Rennais. Après, vous avez été transféré à Arsenal. Parlez-nous un peu de votre parcours et surtout Arsenal. Comment vous vous êtes retrouvé à Arsenal? Disons qu'au départ, moi j'ai joué au foot comme tout simple jeune qui aime ça. Donc j'ai commencé à Toulon chez mes parents puisque je suis né là-bas. Donc après, au cours de la saison 93-94, ça remonte au siècle dernier, mais je suis obligé d'en parler, on était en Gambardella. Donc avec Toulon, on a fait une demi-finale. Et donc toute l'année, ça se passait bien. Moi, j'avais 18 ans, donc j'ai commencé à jouer en National 1 avec l'équipe Fagnon. En même temps, je passais le bac, donc voilà. Donc le mercredi, je jouais avec les jeunes. Et puis après le week-end, je jouais avec l'équipe A. Et après donc j'ai eu 3-4 clubs qui sont venus. Et après, mon père, il a pris le choix que j'aille à Bordeaux parce que ils ont dit que j'allais faire l'école là-bas aussi, donc que si j'avais le bac, qu'ils m'inscrivaient à la fac, des trucs comme ça. Donc bien sûr, le vieux a dit ce sera Bordeaux. Et moi je dis mais attends papa, il y a peut-être Paris, il y a peut-être Marseille, il y a peut-être d'autres clubs, Cannes, Monaco et tout. Il a dit non, tu vas aller à Bordeaux parce que il y avait Patrick Battiston qui avait parlé dans les tribunes du match et il l'avait séduit quoi. Donc bon, moi, c'était Bordeaux. Hein. Bordeaux, c'était un bon club, donc j'ai pris la décision d'aller aussi à Bordeaux. Et donc voilà, donc je suis arrivé là-bas. D'abord, ils m'ont mis avec la CFA. C'est là où j'ai fait la rencontre de Gernot Rohr. Donc, avec le style allemand, il a fini de me former, on va dire. Ouais. Et donc, c'était lors de la saison où les Girondins ils étaient allés en finale avec Zidane, Dugarry, Lizarazu. Donc, moi, j'étais incorporé un peu au groupe pro et incorporé un peu avec la CFA. Donc après, j'ai commencé à jouer en pro. Le dernier match, j'ai joué, j'ai marqué. Donc direct après, ils m'ont dit tu pars en vacances et tu reviens vraiment avec les pros maintenant. Donc c'est en 95-96 avec bien sûr l'arrivée de Roland Courbis. Là, il m'a fait jouer. Bon, j'étais pas encore pro, mais bon, j'étais tout le temps avec le groupe. J'étais avec, il y avait Ibrahim Ba, Domoro, Lambourde. Bon, il y avait une bonne équipe. Bon, moi, ils m'ont pris un peu comme le petit frère, donc j'étais là, j'écoutais, je progressais, et puis c'est là que j'ai commencé aussi à être en équipe de France Espoir et tout ça, et c'est là qu'ils m'ont dit, vers le mois de novembre, tu passes pro et tout ça, donc là, j'étais super content, parce que c'était un peu l'aboutissement de tout ce qu'on avait fait depuis qu'on est gamin. Et voilà, donc j'ai continué à jouer, j'ai signé pro, et après, 1 an et demi après, c'est là que je suis parti aux Gunners, parce que j'estimais que les Girondins ne me faisaient pas assez confiance. Pourtant, je jouais bien, je marquais et tout. Mais bon, il y avait du monde aussi, hein. Il y avait un gros effectif. C'est l'année où justement on a fini champion, donc rien à dire là-dessus. Mais bon, disons que j'étais un peu impatient. Et puis quand les Gunners ils arrivent, je pense que ça ne se refuse pas non plus. Donc à l'époque, il n'y avait pas trop de portables. Donc Arsène Wenger, il téléphone à la maison, ça fait un peu bizarre. Et donc on prend la décision de partir. Donc je suis parti au mois de janvier. Et j'ai signé aux Gunners. Et après, ma carrière a vraiment décollé. Et après, j'ai continué à jouer de club en club. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup de temps de jeu. C'était difficile dans les grands clubs. Ouais. Je me suis plus retrouvé à jouer dans des clubs moins huppés. Et bon, par manque de chance et de talent aussi, parce que quand on touche le haut du haut, c'est pas facile de s'imposer. On est vraiment en concurrence avec des gros joueurs, des top players, comme on dit. Voilà, Anelka, Kanou, Bergkamp, Overmars. Bon, comparé à Kaba Diawara, c'est pas facile quand même. Donc on s'est accroché comme on a pu. Bon, et après, voilà, on a continué. Voilà. Vous êtes un des rares à avoir joué pour Marseille et pour le Paris Saint-Germain également. Ce qui est très difficile aujourd'hui. Comment voyez-vous l'évolution de... Ouais, ça arrive. C'est vrai que ça se fait un petit peu moins maintenant, mais il y a au moins une quinzaine de joueurs qui ont pu faire les deux clubs dans les deux sens, hein, j'entends bien. Maintenant, c'est plus rare. C'est vrai que c'est plus rare, mais bon, à l'époque, moi, en fait, encore une fois, je suis revenu à Marseille parce que c'est Roland Courbis qui m'a fait signer, et 3-4 mois après, il
il arrête ou il se fait virer, donc on ne comprend pas bien. Moi, j'étais là. Le coach qui est venu me signifie clairement que je ne vais pas jouer. En plus, je revenais d'une opération à la pubalgie, donc c'était difficile pour moi. J'avais 23 ans. Donc j'ai passé que 6 mois à Marseille parce que vraiment, je sentais que je n'avais pas la possibilité de jouer. Et surtout, le coach qui m'avait fait venir était parti. Donc il y a eu... après, le PSG qui sont venus un petit peu à la charge. Et c'était bizarre parce que c'était juste en changeant. On était en 99 et on passait à l'an 2000. Donc, quand les gens ils étaient en train de faire la fête et tout ça, moi, j'étais en train de négocier mon contrat au PSG. Donc, l'an 2000, pour moi, je l'ai passé en pleine négociation. C'était un peu bizarre. J'en garde un souvenir un peu mitigé. Mais bon, il n'y a pas le choix. Là, c'est le travail. Donc, il faut faire un choix. Et bon, après, les clubs se sont mis d'accord. Et finalement, je suis parti au PSG. Vous avez évolué en équipe nationale de France Espoir. Ouais. Et peu de temps après, vous avez choisi le pays de vos parents, la Guinée. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était juste pour rendre la monnaie aux parents? Disons qu'en fait, il y a eu un souci parce que moi, jeune, donc j'étais pas encore pro. Et on va jouer un match à Lens, je me rappelle, c'était en 95. Ouais, en 95. Et à Lens, il y avait bien sûr Titi Camara. Ouais. Et donc, moi, je suis guinéen. Ouais. J'ai 20 ans, 21 ans. À l'époque, je ne suis pas encore pro. Ouais. Et on gagne, je marque et tout. À la fin, donc, je cours derrière lui. Je l'attrape sans main. Je dis, ouais, grand, je suis guinéen. Comment je fais pour aller en sélection? Ouais, il me dit, oui, t'inquiète pas, je m'occupe de tout ça, des années. Ouais. Et finalement, il se trouve que moi, là, c'était au mois de novembre. Et je ne sais pas s'ils ont dormi ou je ne sais pas s'ils ont oublié, je ne sais pas, finalement, je ne peux pas savoir. Et au mois de janvier, je me retrouve en sélection espoir parce que moi, je suis né en France et que j'ai mon passeport français et je n'ai pas de papier guinéen, en fait. Et donc, je me retrouve à être obligé, en quelque sorte, à aller jouer en France espoir. Donc, j'y vais, je me retrouve avec Patrick Vieira, Thierry Henry, Julie, enfin, toute la clique, quoi. Je me retrouve à jouer avec eux, tout ça. Et après, la Guinée, maintenant, me reproche de ne pas avoir voulu jouer pour eux. Mais c'est pas ça. C'est que j'avais pas de passeport guinéen. J'avais rien, en fait. Comment avez-vous vécu ces moments-là? Ça fait un peu mal parce que j'ai des cousins au pays. Et tu es un peu considéré comme un traître. Alors que non, puisque moi, j'étais venu en Guinée, j'avais 2 ans. Et après, je ne suis plus retourné, quoi. Donc, si on ne me contacte pas, si on ne me prend pas mon passeport et tout, je ne peux pas être guinéen, quoi. Et donc, du coup, je me retrouve à jouer en équipe de France Espoir, équipe de France militaire. On fait les qualifs pour les JO, les qualifs pour les Jeux méditerranéens. Et donc, voilà. Et donc, après, la FIFA a fait une loi en 2003, je crois, qui disait que les joueurs comme moi qui sont nés dans les pays d'Europe et qui peuvent revenir jouer pour le pays d'origine des parents, sur une simple lettre notifiée, on peut changer de sélection. Donc là, bien sûr, on me contacte. Donc c'était Michel Dussuyer qui vient me voir. Moi, je jouais à Nice à l'époque. Ça se passait bien en plus. Donc il vient me voir. Il me dit, voilà, on aimerait bien te mettre dans le groupe et tout. Je lui dis, OK. Donc ils appellent mes parents. Mon père me dit, allez, c'est le moment. Donc, moi, je dis, OK, il n'y a pas de problème. On fait la lettre, on fait le papier, on fait tout. Il y a des joueurs, des Maliens, des Sénégalais, des Algériens qui changent de sélection. Et moi, mon cas n'est toujours pas réglé. En fait, ça ne sort pas, quoi. Alors que j'ai fait tous les papiers et tout le nécessaire. Donc finalement, j'ai appris que c'était fait exprès, en fait, qu'ils m'ont fait patienter. Donc j'ai raté la CAN 2004. Mais après la CAN, justement, comme par magie, mon passeport sort, on me convoque en Guinée, on me dit de venir jouer. Donc là, j'étais un peu fâché, donc j'ai un peu boudé, mais finalement, j'y vais quand même. Et puis après, j'enchaîne, quoi. Je commence à jouer pour la sélection, ça se passe bien. On fait les qualifs Coupe du Monde et CAN réunis. Et finalement, on finit 3e de la poule, mais on est qualifié pour la CAN 2006 en Égypte. Et celle-là, j'y participe avec les Fendouno, les Mansaré, les Baldé, les Silla. Et on perd en quart de finale contre le Sénégal, justement. Justement, concernant la sélection guinéenne, vous faisiez partie de cette génération, je dirais, génération dorée avec les Mansaré. Bon, on n'a rien gagné, hein, doré, mais... Justement, vous avez au moins une équipe. Ouais, on avait une vraie équipe. J'étais petit, contre la Guinée. Il y avait cette peur-là. Ah, on avait des joueurs. De rencontrer, parce que la première mi-temps, c'était pas facile. Ouais. Mansaré qui passait tout le temps... face à Ferdinand Collet. Qui mettait les pattes à chaque fois. Non, c'était pas...
Nourrissez-vous des regrets de ne pas avoir fait quelque chose Ben, pour la Guinée? oui. Parce que Fendouno, quand même, c'était du lourd. Ah, Massaré, Pascal, Bombardier. c'était la star de notre équipe, ça c'est clair, c'était un super joueur. Mais c'est vrai qu'on avait une grosse génération, on avait les postes doublés, il fallait se battre pour être sur les 11 même. Donc, voilà, le problème c'est que on avait des dirigeants à l'époque au niveau de la sélection qui nous ont pas mis dans les meilleures dispositions. Et ça, c'est un vrai regret parce qu'avec la génération de joueurs qu'on avait, il y avait du talent, il y avait du sérieux, du professionnalisme. On se motivait entre nous, on faisait des sacrifices. Bon, on ne va pas tout dire parce que les gens ne comprendraient pas, mais c'est vrai on a eu des moments difficiles, mais on avait l'amour du pays. On voulait vraiment jouer pour la Guinée. On l'a fait sentir et moi, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai joué qu'une seule CAN, moi. Et quand je retourne au pays, on m'en parle encore. Donc ça veut dire qu'on l'a peut-être bien fait un petit peu quand même. C'est un regret de ne pas avoir au moins apporté une médaille, passer en demi-finale et pourquoi pas gagner. Parce que je me rappelle quand, après chaque match de poule, il y avait Drogba qui nous téléphonait dans la chambre parce que moi j'étais avec Mohamed Silla et comme c'est son pote, il nous appelait et puis il devenait fou, quoi. Il disait, mais c'est qui lui? J'ai dit, lui c'est Bangoura, il joue à 3. C'est qui lui? C'est Yatara, il joue en Turquie. Donc en fait, il ne connaissait pas vraiment les joueurs, mais chaque fois qu'on sortait un autre joueur, il y avait du talent. Donc on avait fait 3 matchs de poule, on les a gagnés les 3. Ça n'a jamais été fait aussi. Donc on avait vraiment une grosse équipe. Après, en quart de finale, on a perdu contre les Lions. Donc on peut avoir que des regrets, quoi, parce qu'on avait, je pense, l'équipe pour aller un petit peu plus loin dans cette compétition. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Qu'est-ce qui vous manque? Comme je le dis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'il y a eu trop de problèmes dans le groupe, alors que nous, sur le terrain, on était impeccable. On se tenait droit, on gagnait les matchs, on donnait du spectacle, on était vraiment en jambes en plus dans cette compétition. Je ne sais pas ce qui se passait. Non, on avait un coach, Patrice Neveu, il nous responsabilisait, il nous laissait gérer, il nous faisait confiance. Mais il avait vite compris que ce groupe était mature, on pouvait se prendre en main et donc il savait quand crier, il savait quand se mettre en retrait, nous laisser faire un petit peu. Et c'était vraiment, on avait trouvé le bon coach pour ce groupe-là. Je ne dis pas qu'il faut toujours avoir la même chose, mais nous, en tout cas, on avait réussi. Le coach, il savait qu'il pouvait nous faire confiance. On arrivait à se gérer entre nous. Ceux qui avaient besoin de travailler plus, ils allaient travailler chaque matin. Les autres, ils se reposaient, ils dormaient. Bon, il y avait aussi un peu ceux qui faisaient un peu plus la fête, mais sur les 23 jours, on arrivait à trouver un équilibre et ça se passait super bien. On a fait une campagne de qualification super. Ça nous a manqué la Coupe du Monde et peut-être aller un petit peu plus loin dans la CAN 2006. Quelque temps après votre retraite internationale, vous êtes devenu par la suite sélectionneur national adjoint? Non, disons que j'ai dépanné. Moi, au départ, moi, je suis comme le manager de l'équipe parce qu'après ma carrière, justement, j'ai passé le diplôme de management avec la fac de Lyon. Donc, je me suis inscrit avec le syndicat des joueurs, UNFP. J'ai pris les cours, ça a duré 2 ans. C'était difficile de retourner à l'école, mais bon, on n'a pas le choix, il faut se former en fait. Donc j'ai passé le diplôme, je l'ai eu, même c'était à l'INSEP, donc on est parti le présenter là-bas. Voilà, et après, donc j'ai eu la fédération qui m'a contacté. Ils m'ont dit d'essayer de venir. Ça, j'ai dit OK, moi je suis prêt à servir. Donc depuis, ça fait maintenant 2 ans que je fais ça. C'est vrai que les résultats ne sont pas bons, mais on essaie d'apporter ce qu'on sait faire, un peu de professionnalisme, d'expérience. Ce n'est pas toujours facile parce que les résultats ne suivent pas, mais en même temps, on est un peu dans le creux au niveau génération de joueurs. Maintenant, ça revient un petit peu, mais bon, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des tensions, Luis Fernandez est venu, donc il a voulu imposer une certaine rigueur, ça n'a pas plu à certains, on s'est cassé les dents un petit peu, on s'est fait éliminer de la CAN, donc voilà, des joueurs ont refusé de venir, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait qu'aujourd'hui, on repart sur un nouveau cycle, et là c'est bien parce qu'on est premier du groupe, et on a grand espoir au moins d'aller à la CAN, quoi. Ouais, j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus concernant l'équipe. On voit les stars de la sélection guinéenne qui déclinent un peu, qui n'arrivent pas à répondre à la sélection. Qu'est-ce qui se passe réellement avec Diawara et
Ben, lui, c'est particulier, Diawara, j'en avais déjà parlé un petit peu. Je suis un peu déçu, moi, parce que quand on est né en Guinée et qu'on a grandi en Guinée, même si on a la chance d'après de jouer dans un grand club en France ou alors ailleurs, quand on t'appelle, il faut venir. Il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas te faire désirer trop longtemps. Et lui, ça fait un petit moment qu'à chaque match, on le convoque, en fait, et il refuse la sélection. Après, au niveau de la fédération, on n'est pas méchant, donc on ne va pas chercher à le faire suspendre ou quoi, parce qu'on n'est pas là pour gâter l'avenir des joueurs. Mais je trouve ça un petit peu dommage que ce soit même des joueurs qui sont nés en France ou ailleurs qui ont plus envie de venir jouer pour la Guinée que des petits qui sont nés là-bas. Donc ça, je trouve ça dommage, mais chaque cas doit être réglé. Il ne vous a rien dit? Pourquoi il ne vient pas? Ben, moi, j'ai essayé de l'appeler, il m'a dit, je te rappelle, j'attends encore. Ouais. Donc, ouais, je ne comprends pas trop, j'aimerais bien comprendre. J'ai ma petite idée, mais bon, après, c'est un peu dérisoire d'en parler. Mais en tout cas, il faut que tôt ou tard, il faut qu'il se décide à venir, ou alors que nous, au niveau de la fédération, qu'on lui mette un peu plus de pression. Mais en même temps, on n'est pas ses parents. On ne peut pas se permettre d'aller le chercher. Il reçoit les pré-convocations, il reçoit les convocations. Maintenant, c'est à lui de décider s'il a envie de nous rejoindre ou pas. Il y a aussi Ibrahima Traoré qui était le capitaine. Ouais. Et à un moment donné, il ne s'entendait pas bien avec la sélection. Avec Luis Fernandez, il y a eu un clash d'entrée. C'est pour ça que je disais, Luis est venu avec sa rigueur. Il s'est heurté un petit peu à certains gars dans le groupe et ça a mal fonctionné. Et ça, au final, on ne s'est pas qualifié pour la CAN 2017. Donc, c'est le pays qui a perdu. Maintenant que voilà, l'épisode est terminé, ils nous ont mis un coach local, Monsieur Bangoura. Donc, ça se passe mieux au niveau relationnel, mais les résultats ne suivent pas. On s'est fait éliminer de la Coupe du Monde parce que c'était mal embarqué aussi. Donc, maintenant, on est premier dans le groupe Cannes. On jouera les matchs qui viendront avec beaucoup plus de sérénité, je pense. Et j'espère qu'on va se qualifier pour la CAN 2019. Ouais. Ce point-là m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire le football local en Afrique, surtout en Guinée. Ouais. Et pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque réellement à la Guinée pour pouvoir décoller? Parce que vous avez quand même le Roya, ouais. Qui a de très bons joueurs, qui recrutent pas mal. Ouais. Mais on ne voit pas le Roya arriver à un stade supérieur. Sinon, mis à part le Roya, il n'y a pas un autre club qui... Si, il y a 3-4 clubs maintenant qui commencent à être là. Parce qu'il y avait le Sumba FC. Il y a Sumba, il y a Satellite, il y a Afia, et puis il y a Kaloum aussi qui est là. Ouais, donc, bon, non, il y a 3-4 clubs qui sont là, qui essaient de gagner le championnat. Après, c'est vrai qu'il nous faut au moins un club qui se qualifie pour la phase des groupes en Champions League. Ça, donc on l'attend. Chaque année, on essaie de se qualifier, mais bon, on n'y arrive pas. Mais après, au niveau de l'équipe locale qui participe au CHAN, voilà, l'année dernière, on a fini 3e. Donc, bon, ça reste des joueurs qui confirment, je veux dire, parce que nous, en fait, dans l'équipe A, après, il y a des joueurs qui viennent. Donc, ça veut dire que ça progresse. Après, maintenant, c'est vrai qu'on attend chaque fois qu'on gagne un truc, en fait, parce que c'est un petit peu ce qui nous manque en Guinée. Alors là, pourquoi pas en 2018, c'est bientôt. Moi, j'ai envie au Maroc. L'équipe locale est entraînée par Lapé Bangoura. Donc, c'est le même coach, il connaît bien les joueurs, il vit en Guinée. Donc, il a un œil averti sur tout ce qui se passe au niveau des jeunes talents. Et là, j'ai bon espoir qu'on puisse enfin aller chercher la médaille d'or. Oui. Est-ce le moment de préparer la prochaine CAN? Parce qu'après 2019 au Cameroun, c'est la Guinée qui doit organiser. Nous, c'est 2023. Entre-temps, il y aura 2021 et après en 2023. Mais c'est vrai on va s'appuyer certainement sur des jeunes joueurs qui jouent. Mais au niveau des jeunes, justement, que ce soit les moins de 17 ans ou les moins de 20, ils arrivent à se qualifier chaque fois pour la Coupe du Monde, pour la CAN. Et en plus, ils y figurent bien, quoi. Je veux dire, donc, il y a des générations de joueurs qui arrivent, plus aussi les joueurs binationaux qu'on va faire venir tôt ou tard parce qu'on est en contact avec pas mal de joueurs. On ne peut pas trop en parler, mais il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours. Et petit à petit, on ramène des joueurs et j'espère qu'on aura une bonne équipe pour aller chercher un dernier carré dans la CAN que nous organiserons en 2023, Inch'Allah. D'accord.
pour parler un peu de la sélection nationale sénégalaise, vous avez certainement suivi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouais. Votre ami Aliou Cissé, qui revient 15 ans après, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal au mondial en 2002. 15 ans après, il revient au pays pour qualifier l'équipe. Comment voyez-vous son travail depuis qu'il a pris les rênes de la sélection sénégalaise? Disons que déjà, c'est vraiment un ami, c'est un frère. Et je suis fier de lui parce que c'est pas tout le temps qu'on peut revenir dans son pays, faire du boulot et faire du bon boulot surtout. Parce que là, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il a été le capitaine des Lions qui sont allés pour la première fois là-bas en Coupe du Monde. Et en plus, ils ont bien joué, ils sont allés en quart de finale. Et là, il arrive coach et puis il arrive à requalifier le pays. Donc, qu'on veuille ou non, son nom il restera gravé dans l'histoire du football sénégalais. Déjà, ça, c'est un. Et après, deux, il a eu, en fait, cette génération, il a eu depuis qu'il a pris en espoir. Donc, c'est plus facile, je veux dire. Voilà, il était là au JO, j'ai vu qu'il les a amenés, donc les Sadio Mané et compagnie, il les a eu jeunes. Donc, c'est eux qui l'accompagnent au plus haut niveau. Et ça, c'est bien parce qu'il en a fait débuter pas mal. Je crois que sur les 22, il y en a au moins une quinzaine qu'il a eu en espoir. Donc, c'est lui qui leur a donné aussi leur première sélection. Ça compte. Je pense qu'il y a un pacte qui les lie. Ils se respectent mutuellement. Et ça, c'est très important parce que quand tu as envie de te battre pour un coach, tu peux aller faire des choses grandioses. Et je pense qu'ils avaient vraiment le but commun d'aller à la Coupe du Monde. Ça a été dur parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire, mais moi, pour l'avoir eu au téléphone beaucoup de fois, et surtout après la CAN, là, quand il s'est fait tirer dessus vraiment en pensant qu'il fallait absolument gagner la CAN, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas lui qui tire les pénaltys déjà, et que lui, il peut juste... son pouvoir se limite à l'entrée du rectangle vert. Après, si les joueurs ne sont pas capables de marquer les pénaltys, ce n'est pas sa faute non plus. Mais bon, il a pris pour lui, il s'est beaucoup calmé à Aliou parce que je me rappelle de lui joueur, on a eu des discussions quand on était au PSG. Des nuits entières, il parlait tout le temps de la sélection, il disait qu'ils iraient. Donc lui, en tant que joueur, ils l'ont fait. Maintenant, coach, moi, je suis vraiment fier de ce qu'il a réalisé et on l'encourage bien sûr à avoir le meilleur parcours possible. Comparaison n'est certes pas raison, mais aujourd'hui, vous avez Lappé Bangoura, qui est l'entraîneur de la sélection locale. Et quand on regarde Aliou Cissé, il a commencé avec les Olympiques en juin. Après, il s'est retrouvé en équipe A. Est-ce que c'est la même... Est-ce que vous vous êtes inspiré du Sénégal ou bien... Non, pas du tout. Parce que Lappé Bangoura, déjà, il avait déjà eu l'équipe. Et puis, c'est pas la même expérience. Lui, c'est un ancien joueur, Aliou, je parle, qui est venu rendre service. Alors que Lappé, ça fait longtemps qu'il est coach. Il a fait la formation en Guinée. Il est venu à Lyon faire aussi des formations. Donc, non, ça n'a absolument rien à voir. De toute façon, on n'a pas à s'inspirer de vous. sans être chauvin. Hein. Mais juste, non, c'est que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand un ancien capitaine décide de prendre l'équipe, on lui donne peut-être un peu plus de crédit, un peu plus de respect. Et comme je le dis, la chance que Aliou il a eu, c'est qu'il a eu cette génération-là au départ. Donc les petits, ils ne sont pas obligés de l'écouter, mais presque, ils lui font confiance et ils ont ce but commun. Et là, si tu n'écoutes pas ton entraîneur maintenant, tu vas l'écouter quand, honnêtement. Ils n'ont pas intérêt à bouger d'une oreille. De toute façon, je connais mon gars, celui qui va bouger, il va le remettre sur cale directement. Et il a sa carrière qui parle pour lui, son expérience, son passé. Et s'ils ont un problème de mémoire, ils n'ont qu'à remettre le DVD de 2002, ils vont vite comprendre à qui ils ont affaire. Donc tout ça, ça parle pour mon gars et vraiment ce qu'il a fait, c'est bien. Et je suis vraiment content pour lui et pour le Sénégal. Justement, à propos du Sénégal, le Sénégal dans la poule H avec la Colombie, le Japon et la Pologne. Comment voyez-vous la poule et quelles sont les chances du Sénégal dans cette Coupe du Monde? Ça va être difficile parce que même si ce n'est pas, on va dire, des pays dominants, mais c'est des pays qui lâchent rien. Donc, on parle peut-être de poules clémentes et tout ça. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Je crois qu'ils ont 3 matchs, ils vont aller à la guerre. Et de toute façon, le coach, il va les préparer pour ça. Il va leur faire une préparation physique où ils vont être des morts de faim. Ils vont imposer leur pressing, ils vont imposer leur jeu qui est fait de course et de force, je veux dire. Il faut qu'on reste vraiment africain, j'ai envie de dire, avec toutes les qualités, vitesse, puissance. Il faut qu'ils imposent un rythme de fou, en fait. Mais
les équipes en face aussi ne seront pas là pour blaguer. Donc, la Pologne avec Lewandowski, non, ça va être difficile, mais ce qu'il faut faire déjà pour être sûr, parce qu'en football, on n'est jamais sûr du résultat, bien sûr, il faut faire une bonne préparation. Il faut que les joueurs ils n'arrivent pas à cramer. Parce que je vois que c'est vrai qu'on insiste beaucoup à dire à chaque fois, oui, la liste des 23, il faut des joueurs qui jouent régulièrement en club. Mais si tu arrives cramé à la Coupe du Monde, tu ne peux rien donner non plus. Donc, il faut que les joueurs sachent se gérer un petit peu pendant toute l'année, que le coach les suive et qu'ils aient un contact régulier. Et puis, voilà, déjà au mois de mars, ils auront déjà un premier contact pour prendre la température. Et à la fin de saison, quand il va donner sa liste définitive des 23, même si je sais qu'il l'a déjà en tête à une ou deux exceptions près, il faudra être prêt. Et je pense que dans une carrière, moi je sais que je n'ai pas joué la Coupe du Monde, je les ai toutes regardées de la maison. Donc quand on a la chance d'aller jouer une Coupe du Monde, représenter son pays, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, écouter son coach et venir avec le maximum de valeur et d'ambition. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi s'achève notre émission et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. À bientôt.